parle de projets polluants et de lutte. On parle concrètement de ça. On parle de 492 collectifs d'habitants qui se battent à travers la France contre des projets d'infrastructure et des projets de tout type. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que je peux demander aux gens du fond de baisser un petit peu le volume, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On parle donc de ça, cette carte des luttes qui a été faite avec le média Reporter et qui recense 492 collectifs d'habitants qui se battent un peu partout contre des projets de tout type. Ça va être alors des projets de fermeture, des projets de méga-bassines, des projets de routes, des projets d'extension d'aéroports, des projets de centres commerciaux, des projets d'entrepôts Amazon. Autant de choses qui, il nous semble, sont complètement dépassées, qui ne répondent pas du tout aux enjeux du siècle, qui ont un impact lourd sur les terres, les sols, les eaux, l'air, sur le climat évidemment. Et en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles ces collectifs se battent. Ces collectifs, on a essayé de raconter aussi un petit peu plus et d'expliquer un peu plus d'où vient ce phénomène, parce que autant de collectifs, on pense qu'il s'agit là d'un mouvement social, d'un vrai mouvement social qui monte de plus en plus et qui est de plus en plus connecté. Ces collectifs sont de plus en plus connectés les uns avec les autres. Et on a voulu expliquer ça avec un rapport qu'on a produit en novembre dernier, qui s'appelle « Les David s'organisent contre Goliath ». On vous invitera à le lire et on l'enverra peut-être sur l'événement Facebook. Mais voilà, ce rapport il raconte plusieurs choses. Il raconte notamment qu'il y a de plus en plus de liens qui se tissent entre ces collectifs, que c'est des collectifs d'habitants qui réunissent des populations très disparates, que ce soit des habitants indignés, des paysans, des jeunes qui se battent pour le climat, qu'il y a de plus en plus de personnes qui les rejoignent aussi, et que c'est souvent l'objet de coalitions très intéressantes. Ces collectifs, ils gagnent de plus en plus. Je me permets un petit clic, car il y a un onglet « Lutte gagnée » sur cette carte, avec une quarantaine de luttes qui ont été gagnées rien que dans les 3 dernières années, depuis que cette carte a été faite. Alors on connaît beaucoup les exemples de Notre-Dame-des-Landes ou de Europa City qui a été annulée. Alors la bataille continue à connaître, on pourra en parler, mais Europa City a été annulée. On connaît moins le fait qu'il y a 6 entrepôts Amazon qui ont été empêchés en France grâce à l'annulation des accidents. On connaît moins le fait que 2 surf parks ont été annulés dans les Landes, en Loire-Atlantique. On connaît moins aussi le fait qu'il y a des autoroutes qui ont été annulées, je pense à l'A45, près de Lyon. Voilà, toutes ces victoires, on peut les gagner à l'échelle locale. Il y a des collectifs qui le font, qui continuent à le faire, et qui vont continuer à se battre. Autre chose, peut-être une autre information, quand on a lancé cette carte il y a 3 ans, on avait identifié 60 collectifs dessus, et on avait fait un appel à contribution en se disant ok, essayons de recenser un maximum la cartographie de ces batailles locales, de ces conflits locaux qui montent partout. On est maintenant à 492 et ça continue chaque semaine de monter. Donc vraiment, partout, un peu partout, il y a des batailles qui se jouent, il y a des collectifs à rejoindre et on a envie de les mettre à l'honneur et d'en parler ce soir. Ce soir, en particulier, on a aussi envie de utiliser l'impact de ces projets dans les plaidoyers de ces collectifs, dans ce qu'ils réclament, dans ce qu'ils défendent. Il y a très très souvent des arguments qui reviennent de la bétonisation, notamment, de la destruction des terres qui est générée par tous ces projets, en dizaines, en centaines, en milliers d'hectares. Et il y a beaucoup, évidemment, la question du climat, les émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, au niveau national, on a dicté des grandes trajectoires, des grandes stratégies, la stratégie nationale bas carbone, le zéro artificialisation. Mais au niveau local, tous ces projets continuent d'exister et tous ces projets sont contestés au nom du climat et au nom de la préservation des sols. Alors on a voulu se pencher un petit peu sur une grande question globale. Est-ce que si on cumule tous ces projets-là, on est en règle par rapport à la trajectoire que la France s'est donnée? Est-ce que, tout simplement, on peut continuer à promouvoir ce genre de modèle et promouvoir ce genre de projet tout en prétendant défendre le climat, défendre les terres, défendre la biodiversité? Et pour comptabiliser tout ça, on a proposé à un cabinet d'ingénieurs qui s'appelle Belle Évolution de travailler là-dessus, d'étudier une partie des projets et de voir leur impact. Et j'accueille du coup sur scène Charles-Adrien Louis de Belle Évolution qui va nous raconter un petit peu les résultats de ce rapport. Merci Victor. Alors je ne sais pas si l'objectif c'est d'être debout comme toi ou si on s'assoit ou si...
Ok, très bien, c'est très libre. Alors je vais m'asseoir. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Moi c'est Charles-Adrien Louis, co-gérant d'un cabinet de conseil en transition écologique qui s'appelle Belle Évolution, qui de temps en temps sort des études un peu rentre-dedans pour dire ce que d'autres ne disent pas et voir où est-ce qu'on en est. Donc effectivement, quand Terre de Lutte s'est rapproché de nous, se posait la question de est-ce que tous ces projets, mis bout à bout, sont compatibles finalement avec notre trajectoire ou pas. Alors bien sûr, le pressentiment qu'avait Terre de Lutte, c'est qu'il n'était pas compatible avec ces trajectoires, et notre travail était de voir si c'était effectivement le cas ou pas. Donc, pour cela... Ouais, vas-y. Pour cela, je vais commencer par introduire mon propos en citant deux choses. D'abord, le rapport du GIEC. Tout le monde connaît le rapport du GIEC, le 6e rapport du GIEC qui est sorti en 3 volets récemment. Il se trouve que ce matin, on faisait une présentation sur ce rapport-là. Et en fait, je me suis rendu compte que l'étude qu'on a menée, elle illustre parfaitement cette phrase qui est issue du rapport du GIEC. Sans renforcement des politiques actuelles, les émissions de gaz à effet de serre devraient continuer à augmenter au-delà de 2025 et conduire à un réchauffement médian de 3,2 degrés d'ici 2100. En gros, le GIEC nous dit, aujourd'hui, les politiques qui sont prises et qui sont décidées nous mènent à 3 degrés de réchauffement climatique. Les politiques qui sont prises et décidées, c'est par exemple la stratégie nationale bas carbone en France, c'est par exemple la stratégie zéro artificialisation nette en France. Alors du coup, on va s'intéresser au discours d'une autre personne que vous connaissez tous et toutes, c'est Antonio Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies. Et lui, il nous dit que ce rapport du GIEC, il est accablant. Et ce qu'il montre, c'est que le climat est une litanie de promesses climatiques non tenues. C'est un dossier qui est déshonorant pour l'humanité, où sont énumérées les promesses vides qui, inéluctablement, nous mènent sur la voie d'un monde invivable. Et donc, vous me voyez venir, les projets qu'a présenté Victor, c'est ce que dénonce Antonio Guterres. Il dit également que certains dirigeants politiques, vous reconnaîtrez aisément lesquels, certains chefs d'entreprise, disent une chose mais en font une autre. En d'autres termes, ils mentent. Et l'issue sera catastrophique. Et en fait, ces projets ils viennent illustrer tout à fait cette phrase-là. C'est le mensonge de nos politiques qui font l'inverse de ce qu'ils expriment dans leur trajectoire. On peut passer. Voilà. Donc maintenant, pour rentrer plus en profondeur dans l'étude, on a voulu répondre à cette question, est-il légitime de s'opposer à des projets d'infrastructures nouvelles en France ? Comme on a commencé à l'esquisser, ça nécessite d'être en capacité d'analyser un projet qui est quelque chose de ponctuel, de déterminé sur un territoire quelque part, au regard des trajectoires nationales qui sont quelque chose de vague, de flou, qui s'expriment à l'échelle complète au niveau national. Et arrive une autre question, c'est les trajectoires prises. Est-ce qu'elles permettent en elles-mêmes d'atteindre les objectifs de transition écologique que s'est fixé la France? Et ça, c'est ce que je vais détailler maintenant. Donc, je vais me lever, j'espère comme ça que ma voix portera plus et sera plus forte que le bas. Donc, on a voulu analyser 3 grands types d'impact. L'artificialisation, donc le fait que des terres naturelles deviennent des terres bétonnées. Les émissions de gaz à effet de serre, donc ça, c'est ce que l'on connaît avec le changement climatique. Et la consommation de ressources nécessaires à un certain nombre de projets. Alors pourquoi ça? Parce que aujourd'hui, les trajectoires prises, et en particulier la trajectoire de la croissance verte, elle est tout simplement en train de nous faire passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux ressources métalliques. C'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est du métal qui permet de produire de l'énergie. Ça reste une dépendance aux pays exportateurs des ressources métalliques. Et ça, il faut le garder en tête. Il n'y a pas du tout blanc et du tout noir. Chaque solution a aussi ses inconvénients. Donc on a analysé les objectifs nationaux, les plans nationaux, puisque en France, on s'est défini des grandes politiques qui permettent de répondre à ces enjeux. Développement des énergies renouvelables, développement des pistes vélo, réindustrialisation de la France pour produire plus local, passage à une agroécologie, etc. Tout ça font partie de lois que l'on a définies.
Et puis, on a analysé 65 projets qui représentent un panorama de ce qui se fait, des luttes qu'a présenté Victor sur tout type d'aspects, des aspects d'agriculture, des aspects de transport, des aspects bâtimentaires. Alors, ce qu'on peut donner comme constat après ces analyses, ce sont les suivants. Bon, d'abord, ça c'est un préambule, c'est pas notre étude, on a déjà fait des choses là-dessus. Simplement pour rappeler, aujourd'hui, les objectifs nationaux, la stratégie nationale bas carbone n'est pas alignée avec les enjeux globaux. Elle mène aux 3,2 degrés qui sont dans le rapport du GIEC. Bon, mais ça, c'est pas le sujet. Deuxième constat, c'est que dans toutes les politiques, il n'y a pas de vision systémique. Les lois qui parlent du climat ne s'intéressent pas à la biodiversité, les lois qui parlent de l'artificialisation ne s'intéressent pas aux énergies ou aux besoins de changement. Les lois qui parlent des consommations de ressources n'ont que faire de l'artificialisation. Donc ça, c'est un grand sujet. Aujourd'hui, on n'a pas de vision systémique dans un pays comme la France qui pourtant est doté d'un certain nombre d'organismes, d'autorités environnementales, de hauts conseils pour le climat ou pour ceci ou pour cela. Et pour autant, on continue de faire des logiques en silo et ça, ce ne sera jamais compatible avec l'objectif. Deuxième élément, c'est que en fait, la trajectoire qui est dessinée dans ces stratégies nationales, en fait, elle décrit à 2050 une vision du monde qui est inchangée. Les penseurs de ces trajectoires imaginent qu'en 2050, on va vivre exactement pareil. Les gens vont se déplacer plus, les gens vont consommer plus, les gens vont vivre dans autant de mètres carrés chacun, etc., etc. Il n'y a pas de réflexion sur la rupture, sur la bifurcation. En fait, on ne part pas de où est-ce qu'on devrait être et comment on y va. On se dit comment, tendanciellement, on peut continuer de faire ce que l'on fait et ce que l'on a envie de faire. Troisième point, c'est que réussir la transition écologique, en fait, c'est coûteux. C'est coûteux en argent, mais c'est aussi coûteux en hectares de consommation. Si on veut mettre des panneaux photovoltaïques, si on veut mettre des éoliennes, si on veut mettre de la méthanisation pour avoir d'autres sources d'énergie, il nous faut des terres. Il nous faut des émissions de gaz à effet de serre, si on veut être en capacité de loger tout le monde, si on veut être en capacité de promettre des moyens de déplacement sobres à tout le monde, etc., on a besoin de ça et on a besoin de ressources, en particulier pour la fameuse transition énergétique et le fait de sortir de sa dépendance des énergies fossiles. Et donc ce sont ces chiffres-là, 45 000 hectares de consommation d'espace, 265 millions de tonnes de CO2, 600 millions de mètres cubes de matière. En fait, ça, c'est ce qui est nécessaire pour construire des infrastructures cyclables, pour construire des infrastructures énergétiques qui soient délocalisées, etc. On peut passer aux autres constats. Deux absents majeurs de toutes les politiques nationales aujourd'hui. La première, c'est l'empreinte globale. On ne réfléchit jamais en tant que consommateur au niveau français. On se donne des objectifs sur ce qui se passe sur notre sol. Et c'est ce qui a permis pendant 20 ans d'avoir une politique de décentralisation, de retrait de nos émissions de ce qui était polluant ailleurs, de se dire qu'on respectait des objectifs, en fait on ne les respectait même pas. Mais quand on regarde l'impact de notre consommation, eh bien, en fait on n'a pas véritablement évolué, simplement on a déporté nos émissions ailleurs. Et ça c'est fondamental dans nos politiques de prendre en considération ça. Le deuxième élément, c'est l'adaptation. Le changement climatique est à l'œuvre. On va avoir besoin de s'adapter, on va avoir besoin de digues, on va avoir besoin d'îlots de fraîcheur, on va avoir besoin de tout un tas de choses. Ça nécessitera de la matière, ça nécessitera des procédés constructifs, donc des émissions de gaz à effet de serre, ça nécessitera peut-être des espaces. S'il faut déplacer toutes les personnes qui vivent sur les côtes, il va falloir les recaser sur terre. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans les politiques nationales. On peut passer au projet. Donc maintenant, pour entrer dans le détail des projets, le premier constat, et on a été plusieurs, et notamment Arthur qui est là, a passé beaucoup de temps à éplucher les rapports des autorités environnementales, etc. En fait, les études qui sont réalisées pour justifier des projets, elles sont incomplètes, parcellaires, impossibles à trouver, elles ne décrivent pas bien les enjeux, elles n'ont pas de vision systémique, et en plus, elles passent à côté de l'essentiel. Et ça, c'est à peu près systématique. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'elle passe à côté de l'essentiel? C'est parce que là, on a pris 3 exemples. Au milieu, vous avez l'aéroport de l'Île-Lesquin. C'est bien beau de parler d'une faible artificialisation par la création d'une nouvelle piste, etc. En fait, le vrai enjeu quand on étend un aéroport,
c'est les vols qui vont se réaliser. 91% de l'impact CO2, c'est pas la construction, c'est pas les nouvelles infrastructures, c'est le fait qu'il y aura des avions qui volent. Et là, on a pris tout ce que les lobbying aériens nous promettent, c'est-à-dire que les avions seront zéro émission quasiment d'ici 2050. À gauche, vous avez le centre commercial Nerpic. C'est un centre commercial qui s'installe sur une friche industrielle. C'est génial, on n'artificialise pas de terre. En vrai, le sujet d'un centre commercial, c'est qu'il permet de vendre des biens, et donc il faut fabriquer ces biens, et 85% de l'impact, c'est la fabrication de ces biens. Et quand un centre commercial a beau s'installer sur une friche industrielle, tant qu'il est pensé dans une logique linéaire, c'est-à-dire je fabrique quelque part, je distribue à un endroit, je jette ailleurs, et je fabrique avec des nouvelles ressources, je distribue, je jette ailleurs, en fait, il ne sera pas compatible avec nos stratégies. Troisième exemple, c'est le dernier que je vais prendre, c'est un entrepôt. Un entrepôt Amazon, c'est pareil, ce sont des terres bétonisées, c'est ce qu'on a en tête en premier, mais en fait, c'est pour 83% du transport de marchandises, des camions, des flux de camions qui vont se déplacer. Et même si on rend ces camions bas carbone, ça aura un impact qui sera considérable. Et donc créer un nouvel entrepôt, c'est créer des nouveaux flux. Et ces nouveaux flux, c'est ça qui fait qu'on ne respectera pas les trajectoires. En particulier, comme quand dans le cas de l'entrepôt à Lyon, on s'installe juste à côté d'un aéroport, ce qui signifie qu'on attend que l'aéroport serve aussi au flux de marchandises et donc qu'on encourage le trafic aérien. Vas-y. Voilà, je ne vais pas tout décrire, mais globalement, le constat dans l'étude, projet par projet, c'est que la France bâtit, mois après mois, année après année, les conditions de notre incapacité d'atteindre nos objectifs. Et je ne dis pas les objectifs mondiaux, je ne dis pas les objectifs de l'accord de Paris, je dis les propres objectifs que la France s'est fixés elle-même. Sa stratégie nationale bas carbone, sa stratégie zéro artificialisation nette. Si on va dans ces stratégies-là, si tu peux... Sur l'artificialisation, par exemple, on a une loi qui nous dit qu'il faut diviser par 2 l'artificialisation en 2030, sur la décennie 2020-2030 par rapport à 2010-2020. Déjà, ce n'est pas quantifié. On a dû se démener comme des fous pour réussir à trouver c'est combien le nombre d'hectares que la France s'autorise à artificialiser. Une fois qu'on a récupéré ce nombre d'hectares, 164 000 hectares, on s'est posé la question, est-ce qu'on est en capacité de les respecter ? Premièrement, 15% du budget il va disparaître uniquement pour des projets de transition écologique. Et ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas dans la décennie précédente. Donc, ça nous fait encore moins d'hectares. Deuxièmement, l'essentiel de notre consommation d'espace, c'est pour construire des maisons individuelles. Nous, on l'a déjà dit dans d'autres rapports, les maisons individuelles, c'est l'habitat du passé, ce n'est pas l'habitat du futur. Il ne faut plus construire de maisons individuelles. Le lotissement pavillonnaire, c'est quelque chose qui est obsolète et qui est mortifère dans le cas des trajectoires écologiques. Pour autant, en 2021, on a eu plus de demandes de permis de construire de maisons individuelles que sur les 3 années précédentes, 2020, 2019, 2018. Et ça, ce seront des hectares artificialisés supplémentaires. Ce que l'on peut dire de ça, c'est que s'il n'y a pas une bifurcation importante, quelque chose que l'on prend au niveau national, que l'on prend au niveau local, peu importe, mais qui fait qu'on se fait un moratoire sur ce genre de projet-là, ce n'est pas sur l'habitat individuel qu'on va pouvoir rogner, et du coup, ça veut dire que c'est sur tout le reste. Tout le reste, c'est l'agriculture, c'est les infrastructures routières, c'est l'industrie, c'est etc., etc. Et si on regarde le budget qui nous reste là-dedans, et ben le constat, c'est qu'avec les grands projets qui ont été listés sur la carte de reporter, en fait, on dépasse déjà ce quota, même si on faisait rien d'autre. Et si on prend le truc par l'autre angle, si on fait de manière très mesurée des routes locales, des nouveaux, peu importe quoi, agricoles, parce qu'il y a des nouveaux paysans qui s'installent, etc., et ben en fait, on est déjà au taquet de ce qu'on peut faire, et ça veut dire que ces projets ne sont pas compatibles, ne peuvent pas rentrer dans le budget. Ça, c'est sur l'artificialisation. Sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est le même problème. Si on regarde l'empreinte carbone que la France ne doit pas dépasser, qu'elle s'est elle-même fixée comme objectif, c'est sur 2021-2030 en cumulé 5 milliards 100 millions de tonnes de CO2. Si on regarde les trajectoires qui sont prises, les évolutions qui sont prises, les tendances, et je ne dis pas qu'ils vont être réalisés, mais simplement que l'on s'est donné comme objectif, on atteindra 5 milliards 500 millions de tonnes de CO2 en 2030, sans compter les projets d'infrastructure dont on a parlé. Autant dire que tout ça, c'est évidemment incompatible.
Le dernier enjeu qu'on avait analysé, c'est la consommation de ressources. Pardon. Et sur la consommation de ressources, en fait, le constat qu'on fait, c'est d'abord, en fait, il n'y a pas d'objectif en France. On s'est fixé des objectifs, mais les objectifs qu'on s'est fixés, ils consistent à se dire, tant qu'on fait de la croissance, on peut consommer plus de biens. Et ça, c'est pas tout à fait compatible avec les enjeux d'économie circulaire et la déplétion des ressources, de l'accès aux métaux rares, etc. Le deuxième élément qui est représenté à peu près par ces chiffres, c'est que les tendances d'ici 15 ans, c'est qu'on va passer, c'est ce que je disais en introduction, d'une dépendance de l'importation de combustibles fossiles, ça va diminuer, à un accroissement de notre dépendance aux minerais métalliques. On a besoin de minerais métalliques pour fabriquer des véhicules électriques, puisque c'est la route qu'on a choisi de prendre, pour fabriquer des infrastructures qui permettent de fabriquer de l'hydrogène, puisque c'est la route qu'on a choisi de prendre, pour fabriquer tout un tas de composés numériques, puisqu'on a considéré qu'il fallait numériser nos modes de vie, etc. Et en fait, ça crée une nouvelle dépendance pour l'État français. Voilà, donc en sortant de tout ça, on ne peut que corroborer les propos de Antonio Gutiérrez, on ne peut que dire que ce que dit le GIEC, c'est effectivement à l'œuvre en France. Et pour nous, il y a 5 points qui sont fondamentaux si on veut pouvoir bifurquer avant qu'il ne soit trop tard. Alors, être trop tard, c'est une notion qui est extrêmement vague. Pour ne pas changer les conditions climatiques, c'est trop tard depuis longtemps, certains diront depuis toujours. Pour ne pas rester sous les 1,5 degrés, c'est trop tard globalement. Pour ne pas rester sous les 2 degrés, on a encore quelques marges de manœuvre. Pour ne pas atteindre 3 degrés, on a encore beaucoup de marges de manœuvre. Et c'est une lutte qui est une lutte sans fin finalement, qui est faite par ces collectifs, puisque chaque tonne de CO2 évitée, chaque hectare qui ne sera pas artificialisé, ce sera une victoire finalement. Et Victor disait, il y a déjà des dizaines et des dizaines de victoires qui sont gagnées. Simplement pour dire, nous on a listé 5 recommandations. 1, il faut que les études soient vraiment sérieuses, il faut arrêter de se foutre de la gueule des personnes qui doivent les lire. 2, il faut réinterroger les projets anciens ou qui ont été pensés dans une logique de continuité linéaire. En fait, on entend trop souvent sur les territoires, le coût est déjà parti. Non, tant que l'infrastructure elle n'est pas finie, le coût il n'est pas parti. Et il faut avoir le courage politique de renoncer à des projets qui ont déjà été maturés, pour lesquels les études ont été faites, voire même pour lesquels on a déjà missionné des entreprises de BTP, parce que ça restera toujours un gain. Troisième élément, c'est qu'il nous faut des moyens d'observation et de coordination plus importants. En déléguant ça au niveau local, en fait, on se masque la capacité de voir la vue globale, et donc du coup, on est en incapacité de se rendre compte qu'on n'est pas du tout aligné avec nos trajectoires. Quatrième élément, c'est que pourquoi est-ce qu'on est dans cette logique linéaire? C'est parce qu'on n'a pas de vision claire du futur. Et ça, c'est ce qui manque. Ça, c'est ce que la société civile doit encourager. C'est aussi ce qui doit être fait au niveau des politiques. C'est apporter la vision de c'est quoi l'humanité, c'est quoi la France en 2050 qui est compatible avec les enjeux de transition écologique que l'on souhaite. Et une fois qu'on a cette vision, comment on y va? Qu'est-ce qu'on arrête? À quoi on renonce? Qu'est-ce qui va juste au contraire se développer? Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qui va faire qu'on sera plus heureux, plus égalitaire, plus etc. Comment est-ce qu'on va développer du lien social dans une vision qui est différente et qui n'est pas uniquement dans un but de surconsommation. Et le dernier élément, c'est que si on ne prend pas en compte systématiquement l'empreinte de nos modes de vie, et en fait on passe à côté de l'essentiel, on peut se dire vertueux alors qu'en fait on est encore pire qu'avant, simplement on a délégué la responsabilité de gérer nos poubelles à quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est ce qu'on en a sorti de l'étude. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut se permettre de prendre une ou deux questions vraiment techniques, et si vous avez mal compris ou si vous avez vraiment quelque chose à clarifier en particulier. Si ce n'est pas le cas, on avance sur la suite de la soirée. Certains sont déjà très impatients. Oui. Ouais, alors, attention. En fait, c'est vraiment du calcul mathématique. Chaque année, on artificialise un certain nombre d'hectares de terre, et ce que l'on s'est donné comme objectif au niveau national, c'est d'artificialiser 2 fois moins sur la décennie qui arrive. Donc, une fois qu'on a réussi à calculer combien ça veut dire, donc quand je dis 164 000 hectares, ça veut dire qu'en 2030, il y aura 164 000 hectares artificialisés supplémentaires en France,
S'il y a ça ou moins, on est dans les clous de ce qu'on s'est fixé. S'il y en a plus, c'est qu'on n'a pas respecté nos engagements. Donc nous, on s'est dit, bon, quand on nous dit tel projet il va faire 500 hectares, tel projet il va faire 10 hectares, tel projet il va faire 5 hectares, est-ce que c'est compatible? C'est difficile de répondre. Parce que finalement, une méga bassine, c'est que 8 hectares. Bon, 8 hectares, ça rentre largement dans 164 000 hectares. Donc on s'est demandé, est-ce qu'il y a la place de rajouter ces 8 hectares par rapport à ce que l'on fait? Et donc ce qu'on s'est dit, c'est on a déjà des trajectoires, on a déjà des projets qui semblent compatibles avec la transition écologique. Par exemple, le gouvernement s'est fixé l'objectif qu'il y ait 100 000 km de pistes cyclables en France en 2030, même avant. Faire 100 000 km de pistes cyclables, quand c'est dans Paris, c'est simple, il suffit de dire là, il n'y a plus de voitures, il y a des vélos. Quand c'est en campagne, c'est pas si évident. Une départementale, on ne peut pas créer sur la bordure juste une bande cyclable et dire vélo, allez-y. On est obligé de faire des bandes supplémentaires. Et donc ça va artificialiser une partie de l'espace disponible. Si on veut mettre des projets de méthanisation, par exemple, si on veut récupérer de la matière organique pour en faire de la chaleur, c'est pareil, on a besoin de terre à artificialiser. Et donc, ces projets qui nous semblent, nous, compatibles avec la transition écologique, ils représentent déjà 15%. Donc 15%, c'est de l'ordre de 24 000 hectares. Et ces 24 000 hectares, en fait, ils n'existaient pas entre 2010 et 2020. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on dit il faut diviser par 2, comme on rajoute des choses en plus, le reste, il doit diviser par plus que 2. Et donc cette division par plus que 2, bon, je détaille, je suis désolé, c'est un peu compliqué parce que c'est plein de chiffres, mais il faut savoir que plus de la moitié de l'artificialisation en France, c'est la construction de maisons individuelles. C'est ça qui artificialise essentiellement le territoire. C'est le mitage, c'est le fait qu'on construise des zones pavillonnaires où on met plein de petites maisons individuelles, où chacun a son petit bout de jardin et qui sont accessibles qu'en voiture. Ça artificialise le plus. Et ça, ce que l'on dit, c'est qu'aujourd'hui, toutes les lois qui sont faites pour diminuer l'artificialisation sont inefficaces pour réduire ça. Le seul truc qui a réduit ça, en fait, sur les 4 dernières années, le seul trimestre où il y a eu une vraie baisse, c'est le deuxième trimestre 2020. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième trimestre 2020? Avril 2020, mai 2020, juin 2020, on n'était pas vraiment en capacité de construire des maisons à ce moment-là. Voilà. À part ça, ça continue comme avant. Et donc ce que l'on dit, c'est que déjà, il faut que ce secteur, il arrive à se débrouiller pour diviser par 2 et ça ne va pas être simple. Donc on va prendre tous les autres secteurs dans un grand plan et on va se dire, tous les autres secteurs, déjà ils ont 15% de moins, puisque c'est les projets de transition écologique. Donc eux, ils doivent réduire par 3. Et donc réduire par 3, ça veut dire que ce qui est tendanciel, ce qu'on a projeté, le fait qu'il y ait, comme je disais tout à l'heure, des agriculteurs qui s'installent et qui ont besoin de bâtiments pour faire de n'importe quel projet agricole plus local, il y a des nouvelles fermes qui s'installent, il y a voilà, tout un tas de choses. Le fait qu'on veuille réindustrialiser, nous on considère que ce n'est pas une mauvaise chose, que les émissions on ne les fasse plus ailleurs, en Chine, au Bangladesh, ailleurs, mais qu'on les fasse sur le sol français, après tout, pourquoi pas? Mais potentiellement, ça consomme des terres. Si on regarde tous ces trucs-là, on est déjà en dépassement du budget qui nous reste. Si on oublie tous ces trucs-là et qu'on regarde que les projets qu'on a analysés, les familles de projets qu'on a analysés, c'est-à-dire les nouveaux aéroports, les contournements autoroutiers et les nouveaux projets autoroutiers, les méga-bassines, etc., en fait, on dépasse déjà le budget. Donc tous les projets qu'on a analysés, si on les réalise, il ne faut rien faire d'autre. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Et comme on ne va pas rien faire d'autre puisqu'on ne s'est pas donné une loi qui permet de rien faire d'autre, ça veut dire que faire ces projets, c'est incompatible avec les objectifs que l'on s'est fixés. Et du coup, je reboucle avec la parole de Antonio Gutiérrez. On se fixe des objectifs, on fait l'inverse, on est en train de mentir et on est en train d'amener l'humanité dans un péril climatique. Voilà, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Merci beaucoup. Peut-être une deuxième question? Oui. Oui, je vois que vous avez eu beaucoup de mal à obtenir le chiffre concernant l'artificialisation des sols. Vous n'avez pas regardé... Pardon. Ça va là? Voilà, vous n'avez pas regardé le volet biodiversité. Et je voulais savoir quelles étaient les difficultés pour analyser ce volet-là. Ouais, alors déjà, d'une certaine manière, l'artificialisation... si on souhaite lutter contre l'artificialisation aujourd'hui, c'est pour une question de biodiversité. C'est parce que ça crée du mitage, ça empêche
tout un tas de déplacements de population, etc. Donc c'est un indicateur parmi d'autres des enjeux de biodiversité. Ce n'est pas le seul, et d'ailleurs l'une des grosses critiques que l'on peut faire, c'est que quand on parle d'artificialisation, en fait on dit c'est pas artificialisé, c'est bien, c'est artificialisé, c'est pas bien. Alors qu'en vrai il y a plein de phases différentes. De la monoculture sur des milliers d'hectares, c'est pas considéré comme artificialisé, pour autant la biodiversité est extrêmement pauvre là-dessus. Là où on se heurte, c'est qu'aujourd'hui, les mesures, les indicateurs de mesure de tout ça sont encore balbutiants. On travaille dessus, on essaye de porter ça, etc. Mais c'est encore très difficile de l'analyser. Donc on passe sur des indicateurs un peu plus macro. Et ce que l'on a trouvé qui était peut-être représentatif de ça, c'était l'artificialisation. Mais en soi, il y a des enjeux de biodiversité qui sont très conséquents, qui d'ailleurs sont souvent très bien mis en valeur par les personnes qui luttent contre les projets, qui ont une vision plus locale, qui ont l'appui d'écologues, qui savent quelle est la richesse de la biodiversité locale et le pourquoi il ne faut pas faire le projet. Nous, on a vraiment voulu prendre un projecteur plus haut, plus macro, et du coup, on n'a pas d'indicateurs aujourd'hui qui nous permettent d'analyser tout ça. Voilà. Mais on désespère pas d'en avoir. Et c'est aussi une des choses que l'on disait, si on n'analyse pas de manière systémique, si les personnes se contentent de dire « regardez, ça ne fait pas beaucoup de gaz à effet de serre » ou « regardez, ça n'artificialise pas beaucoup », en fait, on passe à côté de l'essentiel. Merci. Allez, peut-être une toute dernière question. Rien d'autre, c'était très clair. Je ne sais pas si on était sur une phase volée question technique ou autre. Ok. Tu disais que ça faisait beaucoup de rapports décrits par justement ces entreprises qui font des rapports à RSE justement pour pouvoir valoriser leur projet. Et ça me faisait penser à justement je ne sais pas si vous avez entendu le discours des diplômés d'AgroParisTech qui parlait justement de pouvoir se dédouaner de faire ces constructions en faisant des rapports RSE. Et je me demandais à quel point ça prenait du temps à lire ces rapports supplémentaires RSE. Est-ce qu'une stratégie ne serait pas justement de solliciter ces rédacteurs de rapports RSE de ces entreprises pour qu'ils fassent de la désob? Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est une grosse question, mais plus... Pour qu'ils fassent quoi? De la désobéissance civile. Ah. Au sens de ne pas contribuer à ces rapports. Bon, déjà, ces rapports, c'est une obligation légale. Donc les entreprises devront les faire. Donc, même si les rapporteurs disent « je ne les fais pas », il y aura d'autres personnes qui seront missionnées pour les faire. En fait, c'est une stratégie de lutte comme une autre. Chacun a son positionnement par rapport à ça. Mais il y a des gens qui estiment qu'ils vont faire par l'intérieur, qui vont essayer de changer le système à l'intérieur. Donc il y a des gens qui rentrent dans ces entreprises, qui subissent d'ailleurs les mêmes syndromes de burn-out militant au sein des entreprises parce qu'ils essayent de se battre contre des moulins à vent en permanence, etc. On en trouve pas mal dans les milieux plutôt RSE, plutôt climat dans ces entreprises-là. Pour autant, on peut faire le rapport RSE qu'on veut, c'est la politique générale de l'entreprise qui compte. Aujourd'hui, néanmoins, il y a quand même une petite révolution qui se fait au niveau des entreprises, qui vient à la fois de directives européennes, qui viennent à la fois de précautions par rapport à ce que dit la société civile finalement, par rapport à leurs futurs employés, par rapport à ce qui pourrait leur donner une mauvaise image, etc. Et donc, ça commence à être quelque chose qui est intégré dans les entreprises. Et le principal levier, à mon avis, à mon sens, ça restera les investisseurs dans ces entreprises. Et on le voit de plus en plus, des investisseurs qui commencent à dire non, votre rapport RSE, votre projet, ça commence à devenir du greenwashing, ça se voit trop, nous on ne veut plus financer votre entreprise. Ça commence à faire peur à des entreprises. Cette année, il y a Total notamment qui a dû revoir sa politique puisque les investisseurs lui ont dit nous on boycottera l'Assemblée Générale si vous continuez sur cette ligne-là, etc. Donc il y a quand même des choses qui bougent. Et mon sentiment, mais ça c'est une vision très personnelle, c'est qu'il faut un écosystème d'acteurs qui soit complet, il faut une biodiversité d'acteurs, il faut des gens qui luttent à l'extérieur, des gens qui luttent à l'intérieur, des gens qui fassent des rapports, des gens qui soient très terrain, des gens, voilà. Il faut tout le monde et il faut que tout le monde se saisisse de la question. Ce que tu mentionnais sur la prise de parole d'AgroParisTech, c'est bien, on voit de plus en plus des jeunes diplômés se saisir de cette question, etc.
c'est bien de faire des discours, maintenant il faut passer aux actes, il faut le faire réellement. Et pour l'instant, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas encore assez de monde dans les rues. Quand on va sur les luttes ou quand vous allez sur les luttes, là, il n'y a encore qu'une minorité de personnes, alors que c'est un enjeu vital. Et les personnes qui écoutent ces discours ne devraient pas simplement applaudir, elles devraient se mettre en action pour de vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans cette phase où, tout comme les gouvernements, en fait, on croit qu'il y a une continuité du système qui est possible. On n'a pas encore pris conscience qu'il fallait bifurquer. On n'est pas encore prêt à incarner le changement, nous tous. Évidemment, vous, dans cette salle, je pense que vous êtes toutes et tous des incarnateurs du changement. Mais globalement, au niveau national, on est encore très loin du compte. Et je pense que c'est un des enjeux des prochaines années, c'est que de la prise de conscience, ça passe à des actes concrets, à des démissions massives dans des entreprises qui bifurquent pas, etc., etc. Mais il faut que les gens y aillent pour de vrai, quoi. Merci beaucoup Charles-Adrien, merci beaucoup pour ces résultats-là. J'aimerais juste insister sur l'aspect du choix politique, parce qu'effectivement, on n'en parle pas assez, mais l'État, notre État, la France, continue de soutenir ces politiques publiques. On a voulu faire ce rapport aussi global, parce que ça répond en fait à la politique globale de la France qui soutient des méga-bassines, qui les autorise, qui les finance, qui soutient le déploiement d'infrastructures routières, qui soutient les extensions d'aéroports, voire qui les a financées dans plusieurs cas, etc., etc. Donc en fait, la réponse, elle n'est pas seulement locale, elle est aussi globale. Et notre réponse, elle doit être aussi globale. C'est aussi pour ça qu'on a voulu inviter toute une brochette de collectifs qui vont nous raconter comment est-ce qu'ils se battent au quotidien contre ces projets-là. Et c'est vraiment la recommandation qui est à la fois celle des diplômés d'AgroParisTech et celle qu'on veut rappeler ce soir. Ça doit aussi se passer dans les luttes. Ces luttes, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin de visibilité pour gagner, pour arriver à prendre de l'ampleur et gagner. Et pour ça, j'aimerais accueillir sur cette table Antione de Saccage 2024. Fabienne de Non à la ligne 18. Audrey Boelly de Non au T4. Mathilde de Alternative à Paris. Et Mathieu de Bassines-Montmercy nous rejoindra probablement en cours de route. Il n'est pas encore dans 10 minutes. Très bien. Bienvenue et merci d'être là et de vous battre pour concrètement, non seulement protéger vos territoires, mais faire appliquer les objectifs, puisque ce n'est pas la France qui va le faire. Je vais vous demander de vous présenter d'abord en quelques mots et présenter la bataille, et en tout cas la bataille ou le militantisme que vous faites ici en Ile-de-France. Peut-être, est-ce que Fabienne, tu veux commencer? Donc, bonjour, Donc, je m'appelle Fabienne, je fais partie du collectif contre la ligne 18 et l'artificialisation des terres. C'est un collectif qui s'est créé il n'y a pas très longtemps, mais à la suite d'une lutte qui est très longue, qui est celle du bétonnage du plateau de Saclay. Ce plateau a été déjà pas mal entamé dans les 10 dernières années avec la création d'un campus urbain de 400 hectares. Sur des terres agricoles qui font partie de la ceinture verte de Paris et qui sont d'une grande fertilité, comme celle de Gonesse au nord de Paris. Et la suite de ça, c'est au prétexte de desservir ce campus urbain, on implante maintenant sur ce plateau de Saclay un métro qui est complètement surdimensionné, qui ne répond pas aux besoins, qui n'a pas le bon tracé, mais qui par contre va traverser tout le reste du plateau, soit 10 km de terres agricoles, d'espaces agricoles, qu'il menace d'une urbanisation massive. Voilà. Alors moi, du coup, je suis membre du collectif Saccage 2024, qui est un collectif qui lutte contre les saccages provoqués par la préparation et la tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc nous, on est une coalition ou un intercollectif de plusieurs collectifs qui eux-mêmes luttaient contre certains projets provoqués, financés ou en lien avec les JO. Pour les citer les plus célèbres, disons, il y a bien sûr les jardins ouvriers d'Aubervilliers qui sont menacés qui étaient menacés, on a gagné, on pourrait y revenir, par un projet de solarium attenant à une piscine d'entraînement olympique. Il y avait bien sûr l'échangeur Playel, qui est un échangeur autoroutier qui va encercler une école de 600 enfants à Saint-Denis. Et le dernier plus connu, ça serait l'Air des Vents, qui est donc une partie du parc de la Courneuve, là où a lieu la fête de l'Humanité pour
les fêtards d'entre nous, qui est menacée par la construction d'un village des médias pour accueillir les journalistes pour les Jeux Olympiques. Et on lutte sur ces côtés un peu là, écolo, artificialisation des terres et compagnie. Et on est aussi sur les sujets plus globaux sur la surveillance et les avancées, les financements sur la surveillance de masse, sur la sécurité privée que permet les JO et sur d'autres sujets, sur la gentrification, etc. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Audrey Boelly, je suis porte-parole du collectif NoOT4, un collectif qui lutte contre l'extension de l'aéroport de Roissy. Donc un collectif qui s'est créé, un collectif d'habitants qui s'est créé en 2019 parce qu'à ce moment-là est arrivé un projet qui s'appelle le Terminal 4 et qui aurait pu accueillir en fait autant de passagers que l'aéroport d'Orly. Donc on ajoutait un Orly à Roissy. Donc évidemment un projet absolument climaticide et probablement le plus émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire français. Sachant que les aéroports ont aussi d'autres impacts, des impacts en termes sanitaires, puisque c'est énormément de bruit. Le bruit a un impact grave sur la santé et aussi de pollution atmosphérique, puisque les avions émettent aussi des particules fines et évidemment attirent aussi beaucoup plus de trafic routier, etc. Donc augmente les flux. Donc on s'est battu depuis 2019, on a réussi à obtenir en 2021, avec l'aide de nombreuses associations, début 2021, l'abandon du projet. Néanmoins, on sait que, alors on est évidemment très heureux de cette victoire, et c'est une grande victoire citoyenne pour le climat et pour la santé des Franciliens. Mais on sait que la bataille n'est pas finie, puisque un nouveau projet pourrait ressortir des tiroirs dans pas si longtemps, et que de toute façon l'aéroport a aussi la possibilité d'augmenter son trafic même sans construire un nouveau terminal. Donc on est toujours évidemment mobilisé sur ce front. Et du coup, bonjour à tous, Mathilde d'Alternative à Paris. Du coup, nous, on est un peu différents dans le sens où on ne lutte pas contre un seul projet, mais qu'on est engagé sur plein de sujets différents, et on mène notamment une campagne en Ile-de-France qui vise à définir une vision de l'écologie populaire, en tout cas à imposer un peu notre vision de l'écologie populaire en Ile-de-France. Et du coup, dans ce cadre, on a lutté notamment aux côtés d'Audrey contre le Terminal 4, mais aussi aux côtés de Fabienne à Saclay, et on essaye de s'engager justement pour créer une vision commune de l'écologie populaire en Ile-de-France. Et en Ile-de-France, on est vraiment servi en termes de projets destructeurs, comme vous pouvez le voir sur cette petite carte, que ce soit à la fois pour les projets des JO, d'extension d'aéroports, etc., tout ce qu'on a cité, dont on va pouvoir parler ici ensemble. Rapidement, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est vis-à-vis des résultats de l'étude que Charles-Adrien nous a présenté là. Vous, qu'est-ce que vous en dites au regard de vos expériences et des projets contre lesquels vous vous battez? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce qu'au contraire, ça confirme ce que vous avez déjà identifié? Est-ce que ça vous choque? Qu'est-ce que vous en dites? Du coup, je peux répondre. Moi, ça ne me surprend pas vraiment, parce qu'à Alternative à Paris, on a pu se retrouver sur plein de projets inutiles en Ile-de-France, que ce soit des projets d'entrepôt Amazon ou justement sur l'aéroport de Roissy. Donc ça fait un moment qu'on se sent légitime, comme l'a dit Charles-Adrien tout à l'heure, de lutter contre ces projets inutiles. Mais c'est vraiment précieux que ce constat soit fait de façon formelle dans cette étude, parce que ça va nous permettre d'être du coup encore plus légitimes et de paraître encore plus légitimes auprès de nos adversaires qui ont souvent tendance à diminuer notre légitimité. Pour enchaîner, c'est vrai que, vraiment ce que je retrouve dans cette étude, c'est finalement le choc que moi j'ai ressenti quand on a annoncé la construction de ce nouveau terminal à Roissy, c'est-à-dire une incohérence totale entre les discours Make the planet great again, nos objectifs climatiques, l'accord de Paris, etc. Et en même temps, à côté de chez moi, on était en train de préparer la construction d'un nouveau terminal qui aurait fait exploser nos émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, moi, c'est ça qui m'a mis en mouvement, et qui, moi, j'étais pas militante jusque-là, évidemment sensibilisée sur les questions écologiques, mais c'est vraiment ce qui m'a fait basculer dans ce monde militant, en me disant c'est pas possible en fait, je peux pas laisser faire ça. Aujourd'hui, c'est tellement incohérent, et en plus, finalement,
on met la pression sur les citoyens, sur les fameux petits gestes. On est en train de culpabiliser les individus, leur dire de prendre le vélo, d'isoler leur logement alors que les aides ne sont pas suffisantes, etc. etc. Et à côté de ça, le gouvernement, parce que là, c'est un projet d'intérêt stratégique et donc soutenu par le gouvernement planifie la construction de cette extension d'aéroport. Donc voilà, ce que je vois dans cette étude, c'est vraiment la concrétisation en chiffres, finalement, de ce que nous, on constate sur le terrain. Et effectivement, c'est très, très utile d'avoir ce type d'études pour pouvoir soutenir nos argumentaires de façon très chiffrée. Pour continuer, moi non plus, hein, comme mes voisines, je ne suis pas surpris. Si je peux juste insister sur le fond, si vous pouvez baisser un peu le ton, parce que même moi, là, ça commence à me faire mal au crâne, les retours de bruit. Merci. Du coup, pour réagir un peu, nous, bien sûr, quand on a vu les Jeux Olympiques qui allaient arriver à Paris, on a bien compris que ça allait arriver avec tout son lot de construction, tout son lot de gentrification. Et bien sûr, c'est une aubaine pour les constructeurs, pour le BTP, et pour les investisseurs, les promoteurs et compagnie. Donc nous, déjà, on est aussi habitants et habitantes de Seine-Saint-Denis ou de Paris, ou en tout cas aux proches. Et déjà, on vit dans un département qui est très urbanisé, avec très peu d'espace vert par habitant. À Aubervilliers, on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup entendu, on est à 1,5 m² d'espace vert par habitant, alors que l'OMS conseille 10. Donc du coup, nous, en fait, on n'avait pas besoin de tous ces chiffres et tout pour comprendre à quel point les espaces verts sont une nécessité, à comprendre à quel point l'artificialisation, en fait, nous rend nos quartiers, rend nos vies difficiles à vivre. Là, avec les vagues de chaleur qu'on a en ce moment, moi je suis assez sensible à la chaleur et je travaille dehors à Saint-Denis et c'est très dur à vivre. Et on voit autour de nous les gens qui ont besoin de faire plus de pauses, qui ont besoin de s'arrêter, qui ont besoin de se cacher à l'ombre. Les enfants aussi, pour qui c'est très compliqué de trouver de la fraîcheur dans des cours de récréation qui sont en béton avec 1 ou 2 arbres qui se battent et qui sont en train de dépérir parce qu'il manque de terre, pardon. Bref, donc nous, on vivait déjà mal la bétonisation, la pollution aussi avec le tout voiture, etc. Et donc quand on a vu les JO annoncer des constructions en Seine-Saint-Denis, des écoquartiers, on n'était pas dupes. On voit que ces écoquartiers, ils se construisent sur des terres agricoles ou des parcs. Hein. C'est le cas du parc Georges Valbon où on va construire sur un parc qui est un espace vert où les habitants pouvaient aller se ressourcer. Là, on va construire dessus. Les jardins, évidemment, des jardins ouvriers qui vont être construits, voilà. Et donc tout ce côté pollution aussi dont tu parlais aussi autour de l'école Pleyel. Et tout ça en plus, même pas pour les habitants et habitantes de Seine-Saint-Denis, puisque les prix augmentent. Hein, on voit que l'écoquartier qui se construit juste à côté de la future piscine d'entraînement olympique d'Aubervilliers, c'est déjà les prix les plus chers quand on veut acheter là aujourd'hui à côté d'Aubervilliers. Ce quartier-là, c'est déjà le quartier le plus cher, alors que c'est même pas encore construit. Parce que c'est le futur écoquartier, parce que c'est à côté de la piscine d'entraînement, etc. C'est des quartiers qui ne vont pas être accessibles aux habitants actuels de la Seine-Saint-Denis, mais c'est dans la logique du Grand Paris, et ça, je pense que tu pourras en parler mieux que moi, en fait, les habitants de Seine-Saint-Denis sont priés d'aller plus loin, d'arrêter de vivre à Paris, de continuer à prendre le RER le plus tôt possible pour faire les travaux un peu mal vu à Paris et repartir, donc arriver tôt le matin, repartir tard le soir, surtout on ne les voit pas, alors qu'on les a beaucoup vus pendant le confinement, hein, c'était encore les lignes qui étaient les plus utilisées. Bref, et après je me rends compte que je suis un peu long, je vais essayer de faire plus court parce que on parlait de la politique du gouvernement qui était de mentir, de dire on va faire du verre et finalement de faire du béton. Les JO c'est la même chose, hein, on nous vend le projet des JO comme étant des JO verts, comme étant des grandes avancées pour l'écologie. Vous vous rendez compte, on va essayer d'accepter les gourdes dans les stades. Ça, c'est le grand projet de Paris 2024, c'est de faire en sorte que les gourdes soient autorisées dans les stades. Donc bon, voilà, c'est ça leur projet, avec des éco-constructions et compagnie. Et quand on regarde les promesses que nous donne le Paris 2024, que nous donne le COJO, et qu'on regarde en face les effets qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est flagrant et il n'y a même pas besoin de faire des études chiffrées, etc. Il y a besoin d'aller visiter le quartier Pleyel. Aujourd'hui, je vous invite à le faire, c'est sur la ligne 13. Vous sortez à Carrefour Pleyel et vous voyez les travaux qu'il y a autour de vous. Vous voyez à quel point c'est difficile à vivre. Et passez-y que ça soit à 6h du matin ou à 20h le soir. Les travaux continuent toute la journée. Et allez-y en vélo si vous voulez, c'est encore mieux. C'est horrible à circuler, on se fait bousculer par les voitures, on se retrouve sur des deux fois deux voies parce qu'on n'a pas d'autre possibilité.
Et donc c'est ça aussi qu'on voit des JO aujourd'hui, loin de tous les visuels qu'on nous sert quand on va les voir dans leurs conférences à Sciences Po. Voilà. Pardon, j'étais un peu long, désolé. Je vais peut-être revenir aussi sur cette histoire du Grand Paris, parce que ça recouvre en fait des nuisances qui sont peut-être pas forcément chiffrées dans le rapport que vous présentez, mais qui sont très réelles et qui sont liées en fait à des choix d'urbanisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose en Île-de-France qui est spécifique, qui nous relie tous et qu'on devrait vraiment interroger. C'est au nom de quoi, finalement, on a décidé de faire grossir l'Île-de-France, pratiquement d'augmenter son rayon d'un facteur 3, de créer une espèce d'enfer métropolitain complètement artificialisé. Et en plus, qu'on va structurer avec un système de transport qui est le Grand Paris Express, qui n'est pas un métro de desserte, c'est-à-dire ce n'est pas un métro pour transporter les gens de leur travail à leur domicile et réciproquement. C'est un métro qui relie essentiellement des pôles d'activité, c'est un métro qui n'a pas beaucoup de gares, et donc c'est un métro qui permet d'aller vite un peu partout dans toute l'Île-de-France. Le résultat, en fait, ça va être une exaspération de l'hypermobilité dans cette métropole, avec une augmentation des temps de trajet et une augmentation des distances parcourues par les travailleurs pour aller rejoindre leurs emplois. Et en plus, ça va être, comme tu l'as dit, un facteur de ségrégation sociale, parce que quand on a des lignes qui permettent d'aller loin, eh bien, les populations modestes vont aller chercher les logements là où ils sont à un prix raisonnable. Donc on va expulser comme ça des populations de tout un tas de quartiers qui sont en cours de rénovation. Donc cette problématique du Grand Paris, de la métropolisation d'une façon générale, c'est aussi la vampirisation des territoires autour, auxquels on va prendre les emplois, les services publics, et les richesses, et donc c'est aussi une question très importante d'aménagement du territoire. Voilà. Je ne sais pas si on peut chiffrer ça, mais c'est effectivement, c'est à ajouter probablement à tout ce qu'on vient de discuter en termes de coûts, en gaz à effet de serre, en termes de terres urbanisées. Alors je voudrais revenir à l'étude qui vient d'être présentée. C'est quand même très important d'avoir ces chiffres. C'est bête les chiffres, mais avec quelques chiffres bien choisis comme ça, on peut s'adresser à un politique et lui dire « vous êtes un menteur ». On peut le dire directement et on a les preuves en main. Donc c'est un outil fantastique pour la suite de nos luttes. Voilà. Et en particulier, non seulement ce sont des menteurs, mais ce sont aussi des criminels. Parce que ce qu'ils sont en train de faire autour de l'Île-de-France, c'est de détruire des terres agricoles qui pourraient assurer notre résilience alimentaire. Et nous savons tous aujourd'hui que ces menaces sur notre sécurité alimentaire vont être de plus en plus prégnantes. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, petite précision, l'étude a voulu montrer que les politiques nationaux sont des menteurs et sur deux aspects, l'artificialisation des sols et les émissions de gaz à effet de serre. Les projets dont on parle ont évidemment des impacts beaucoup plus forts sur plein d'aspects. Ça augmente les inégalités, ça crée des emplois de merde, typiquement les entrepôts Amazon. On parle vraiment d'emplois de très mauvaise qualité, très mal payés, etc., etc. Ça a des impacts très forts sur la pollution de l'air, sur la pollution de l'eau, sur la destruction des forêts, des écosystèmes. Ça, on ne l'a pas calculé dans cette étude, mais beaucoup de collectifs font cette analyse-là au niveau local et c'est souvent très utile à la fois pour les recours, pour alimenter les recours qui sont faits contre ces projets et effectivement pour arriver à mettre les politiques devant leurs contradictions et devant leurs mensonges. Donc, en tout cas, merci de toutes ces batailles. Moi, j'ai envie de vous poser une deuxième question, une double question, qui est à quel moment, vous, quand vous êtes lancé dans vos luttes, vous avez eu conscience d'un volet global? Vous avez très souvent voulu vous investir sur un enjeu local, que ce soit à Saclay ou à Roissy. Mais est-ce que, à quel moment et pour quelles raisons, vous vous êtes rendu compte qu'en fait cet enjeu il dépassait la seule extension d'aéroport ou les seules terres de Saclay, mais que c'était aussi un enjeu qui était partagé dans plein d'autres endroits et que c'était en fait une politique globale contre laquelle vous vous battiez? Ça, c'est une première question. Et d'après vous, pourquoi ces politiques continuent? Pourquoi les élus auxquels vous faites face, les promoteurs auxquels vous faites face continuent ce genre de projet? Oui, pour répondre à cette question, effectivement, quand nous, on s'est lancé dans la bataille contre l'extension de l'aéroport de Roissy, il y avait cette conscience du fait que ces projets qui augmentaient les gaz à effet de serre alors qu'on devait d'urgence les réduire, c'était vraiment une problématique générale. Mais sur la question des extensions d'aéroports, on n'avait pas de vision globale du tout de la problématique. Et c'est vraiment en lançant cette lutte qu'on a découvert qu'il y avait une dizaine d'autres projets
en cours et que finalement il y avait une vraie stratégie nationale d'augmenter le trafic aérien. Quand on parle d'augmenter le trafic aérien, on était pour chacun de ces projets entre plus 50% et plus 100%, hein, un doublement de la capacité de certains aéroports. Donc une politique très très agressive d'augmentation du trafic. Voilà, et c'est donc quelque chose que nous, on a vu en se lançant dans cette lutte. Et c'est aussi l'intérêt de ce travail, cette étude qui a été faite, et aussi tout le travail fait par Terre de Lutte, de visibiliser en fait le fait que ces projets ne sont pas isolés et qu'il y a des stratégies nationales finalement d'expansion sur ces sujets. Alors, sur la question du soutien qui est apporté par les élus à ce type de projet, pourquoi on continue finalement comme avant ? Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Sur le terrain, en tout cas, les élus locaux, je pense qu'il y a vraiment une très très mauvaise connaissance en fait de ces sujets. Et que du coup, ces élus se font complètement finalement brainwashés par l'industrie, là on parle du groupe ADP hein, qui est porteur du projet d'extension de l'aéroport. Et donc c'est très facile pour eux, vu la méconnaissance en fait, des élus, de leur vendre l'avion vert par exemple. Et comme les élus ont très envie d'y croire, ils adhèrent tout de suite à ces chimères, d'autant qu'en fait, il y a une proximité très très forte entre les élus et les entreprises. Et typiquement, c'est un peu ce que nous disait une députée qu'on avait rencontrée, c'est presque toutes les semaines, elle voyait le PDG d'ADP ou des personnes de l'entreprise pour des réunions, etc. Donc en fait, il y a vraiment... donc, il n'y a pas d'accès à l'information sur notamment la question climatique, mais sur tous les enjeux dont on a parlé. Et par contre, finalement, ils sont noyés d'informations par les entreprises et qui arrivent à faire passer justement leur greenwashing. Par contre, au niveau national, il y a vraiment une très forte hypocrisie sur la question, par exemple, de l'aéroport, du terminal 4. En fait, on a eu vraiment une preuve de ça évidente. À Roissy, 80% en fait, des émissions sont dues à des vols long courriers. Or, il se trouve qu'il y a une faille très importante en fait, dans la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les émissions des vols internationaux, c'est-à-dire qu'elle ne compte que les vols sur le terrain, les vols d'une ville à une autre ville française. D'accord ? Alors qu'évidemment, le poids des vols internationaux est énorme, et en particulier sur l'aéroport de Roissy. Et donc, quand on fait le calcul sur le terminal 4, on voit que en fait, ça permet d'exclure la majorité des émissions du calcul. Et en fait, on avait posé cette question, on a eu un retour du cabinet d'Emmanuel Macron, et qui nous a fait cette réponse, qui a dit « mais ces chiffres-là, en fait, ces émissions-là ne comptent pas en fait, dans la stratégie nationale bas carbone de la France ». Donc on ne les prend pas en compte et donc finalement on se fout de ces émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ce n'est pas de notre responsabilité. Donc là vraiment, on a eu la preuve de cette hypocrisie. Oui, nous, du coup, Alternativa, on est un peu différent parce qu'on n'est pas ancré sur une seule lutte. Donc on a la particularité d'arriver sur les luttes plutôt par un angle très climat. Donc nous, on a lu les rapports du GIEC, on a vu le gouvernement Macron se faire condamner 2 fois pour inaction climatique. Et du coup, on a décidé d'agir, et c'est comme ça qu'on arrive, en réfléchissant à quels sont les moyens les plus utiles pour agir et pour agir pour justement chaque dixième de degré, en fait, lutter au quotidien auprès de collectifs qui vont aller justement préserver chaque mètre carré de terre et éviter chaque kilo de CO2 d'être émis, on trouve notre compte et qu'on a l'impression d'être utile. Du coup, c'est avec Audrey du collectif No Terminal 4, on a agi le 3 octobre en 2020 contre l'extension des aéroports. Donc c'était contre Roissy, et on a fait en sorte que le Terminal 4 soit un peu le symbole national de la lutte contre les extensions d'aéroports. Parce que ce jour-là, partout en France, donc à Marseille, à Lille, des collectifs s'engageaient, et cette journée, en fait, elle a un peu... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vu et qu'on l'a compris. Mais évidemment, c'est pas que dû au travail qui a été mené pour cette action-là, mais elle a un peu agi comme un tournant. Et suite à toute cette mobilisation qui a été faite sur les extensions d'aéroports, on a vu se créer un réseau d'alliances qui se réunit encore tous les mois, justement pour discuter de ces sujets, pour échanger et pour amplifier
chaque lutte. Et finalement, on voit assez bien que cette vision très chiffre, elle va emmener directement sur le local. Donc on peut commencer global, retourner local, et c'est aussi localement qu'on arrive à construire un rapport de force global ensemble. Et du coup, c'est hyper important de faire ces liens, parce qu'on est quand même beaucoup plus entendable quand on a plein d'arguments et que justement ça vient de partout. Et pour rebondir un peu sur l'hypocrisie, c'est vrai qu'en fait, en tout cas de ce que nous on rencontre, les candidats, les députés, les élus sont très peu formés au sujet climat. Et y a un truc qui a choqué récemment, c'est que Macron aurait lu le rapport du GIEC à l'entre-deux tours quand il cherchait des voix, et il aurait été choqué. Et quand on imagine que, en fait, même à cette échelle-là, donc Macron, qui est quand même président de la République, il lit le rapport du GIEC entre deux tours d'élection. En fait, il y a pas de... Disons que les élus ne se sentent pas obligés de se saisir des questions climatiques, en tout cas pas encore. Et ils ne se saisissent pas de ces ouvrages et de toutes ces informations qui sont distribuées par les scientifiques, mais aussi par les citoyens qui deviennent des experts. Et nous, finalement, en s'alliant et en luttant, on arrive à créer un contre-pouvoir, et on est là pour leur dire que, en fait, vous n'avez pas lu les rapports, mais c'est pas possible, et qu'on crée quelque chose, nous, entre citoyens et citoyennes, pour les forcer à rendre des comptes et les forcer à justement prendre en compte ces sujets très importants. Merci beaucoup. Je vais vous demander, juste dans le fond, est-ce que vous pouvez juste parler un petit peu moins fort? On s'entend. On vous entend en tout cas. Merci. Oui, alors moi aussi j'ai commencé par un aéroport, parce qu'en fait je me suis mobilisée pour Notre-Dame-des-Landes avant même de me mobiliser pour le plateau de Saclay. Pourtant j'habitais juste en dessous, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, au plutôt de faire 400 km pour aller défendre un aéroport là-bas, enfin empêcher un aéroport là-bas, je vais peut-être m'occuper de ce qui se passe chez moi. Voilà. Donc effectivement, il y a des trajectoires très différentes. C'est important de replacer nos luttes dans un contexte général, c'est absolument clair. Voilà, bon... Je voulais dire d'autres choses, mais j'ai oublié. Peut-être sur pourquoi est-ce que ça continue, ce genre de projet? J'avais un truc à dire là-dessus. Parce qu'il y a un article dans Reporter qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la façon dont Macron et le gouvernement, d'une façon générale, préparent la gestion des crises à venir. Il ne faut se faire aucune illusion. Ces gens-là, ils ne sont pas seulement ignorants, ou je pense qu'ils ne le sont pas en fait. Ils savent très bien ce qui se passe. Simplement, ils vont gérer la crise bien différemment de ce qu'on voudrait. Ils sont en train de mettre en place un contrôle policier, une acceptabilité. Ils sont en train de parler de résilience. Méfiez-vous de ce terme-là, c'est une catastrophe ce qui se cache derrière. Ou encore de éco-anxiété. On va pathologiser en fait nos luttes, on va les criminaliser et on va essayer de garder un maximum le contrôle sur les populations tant que ça sera possible. Et moi je dis que tant qu'il y aura encore un milliardaire dans son bunker, on n'aura pas fini avec ces gens-là. Voilà. Parfait, c'est un peu ce que j'allais dire. Déjà, sur le pensée global, nous, Sacage, c'est un peu différent parce qu'on est né de l'union de lutte locale. Donc, s'attaquer au JO, c'est déjà un peu une lutte globale. Puis en plus, c'est international, donc ça donne à regarder assez loin. Alors après, sur pourquoi ça continue, moi pareil, je dirais que ça continue parce que le capitalisme continue d'exister. Et je pense pas que... Je suis désolé de ne pas être d'accord, mais je pense pas que les politiques soient mal formés. Je suis d'accord, je pense qu'ils savent très bien ce qui nous attend, mais en fait, c'est pas sur eux que la catastrophe écologique va vraiment être violente. C'est pas sur les gens, en effet, qui ont des bunkers, qui peuvent se déplacer en avion, qui peuvent aller, même pour les Parisiens, les cadres sup, qui peuvent partir tous les week-ends en Normandie, quand nous, on n'a plus que l'air des vents. Ah non. Donc voilà, je pense que tant que les élus iront manger avec les patrons du BTP, et qu'en fait ils sont de la même classe, les élus sont de la même classe de ceux qui font les projets, qui sont les investisseurs, je pense qu'il y a le problème. Je pense que le problème c'est le capitalisme et c'est là. Je pense, pour utiliser peut-être un terme qui est un peu désuet, mais je pense qu'il y a quand même du sens, c'est que tant qu'on laissera les bourgeois les mains libres, les projets continueront et les élus et les investisseurs main dans la main, puisqu'ils sont amis et parce qu'ils ont une conscience de classe et qu'ils savent qu'il faut s'aider mutuellement. Voilà.
Ouais, du coup, je pense que c'est pas exactement ce que je voulais dire. En fait, je pense que les élus et les puissants ne sont pas au courant. Je pense que leur hypocrisie leur permet de justement fermer les yeux et de pas se mettre au courant et de pas prendre nos sujets à cœur. Mais je suis archi d'accord avec ce que tu dis sur tout ça. Je pense que c'est juste que aujourd'hui, les puissants se sentent tout permis et ils font de l'écologie des puissants et ils se permettent surtout de pas lire et de pas se renseigner et de pas prendre en compte les enjeux qui nous touchent en tant que citoyens et citoyennes, et que du coup, ce contre-pouvoir que nous, on contribue à créer, ça peut aussi justement permettre qu'ils se sentent plus si tranquilles dans leur petite tour dorée et qu'ils puissent justement aussi avoir peur et devoir rendre des comptes, en fait. C'est juste ce que je voulais dire. Complètement. J'ajoute qu'effectivement, il y a énormément de pédagogie, de rapports pour décideurs et de choses très très claires, et on ne peut pas croire sérieusement que les politiques, en tout cas les politiques nationaux, ne sont pas au courant de ces enjeux-là. Bien sûr qu'ils le sont. Il y a un moment, ils font un choix politique. C'est aussi ce qu'on a voulu rappeler avec cette étude, c'est que la question qu'on repose, c'est celle du choix politique. Est-ce qu'on veut continuer à produire ces projets comme avant, et avec la logique du passé, continuer à produire des projets de route, autant de projets de route qu'avant, continuer à produire autant d'extensions d'aéroports, continuer à alimenter les trajectoires d'extension du trafic, continuer à promouvoir le fait de manger de la viande, etc., etc. Non, en fait, si ce choix-là, il est fait, il est au détriment de tout le reste, et pour l'instant, c'est ce choix-là qui est fait. J'en profite pour vous poser une question aussi pour la suite et pour s'organiser justement pour remporter un maximum de ces batailles et avancer ensemble. Déjà, peut-être une question aussi plus personnelle vis-à-vis de nos collectifs. Vous, quelle est votre actu et comment est-ce qu'on peut vous aider là, à l'instant T, actuellement ? Ouais. Du coup, je peux répondre à cette question. Il y a quelque chose qui m'a... qui a un peu résonné dans l'étude, c'est qu'il y avait écrit à un moment que... en fait, le gouvernement et la France n'a pas de vision claire de ce qu'est le monde soutenable ou de ce que c'est stratégie nationale bas carbone et de cette stratégie zéro artificialisation sont. Et du coup, pour moi, la suite, c'est vu que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités et n'est pas capable de dénoncer une vision, en tout cas n'a pas de vision qui soit compatible avec nous, nos sujets, nos enjeux et les enjeux du siècle plus généralement. En fait, c'est à nous de construire cette vision, c'est à nous d'imposer nos sujets, c'est donc à nous de faire en sorte que globalement on prenne en compte tous ces enjeux qu'on vient déjà d'évoquer. Et du coup, pour construire cette vision, il faut qu'on s'allie. En tout cas, c'est une vision que nous, on porte à Alternatiba. Il faut qu'on s'allie avec tous les collectifs qui portent la même vision que nous. Et ça peut être des collectifs climat. Donc, on se rejoint très facilement avec des grands collectifs comme Greenpeace. Et c'est très, très nécessaire. Mais ce n'est pas ces seuls acteurs avec qui on doit agir. Du coup, parfois, on fait des alliances qui peuvent être saugrenues et sembler pas hyper... logique au début, mais en fait, quand on s'allie avec les raffineurs de Grand Puits, c'est logique, c'est nécessaire. Quand on va travailler avec des salariés du secteur aérien, c'est logique et c'est nécessaire parce que c'est aussi avec des syndicats, des acteurs sociaux qu'on va pouvoir construire une vision du monde claire qui convient justement aux citoyens, aux citoyennes et qui n'est pas la vision des puissants et qui n'est pas la vision qui est mortifère et qui est actuellement prépondérante. Du coup... okay. Fini. Hein. Non, je voulais juste te dire que pour la suite, il faut qu'on s'allie et qu'on continue. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites à Terre de Lutte et c'est hyper nécessaire. Super, merci beaucoup. Et on accueille Mathieu de Bastide Non Merci. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Mathieu, contre quoi vous vous battez exactement, au fait ? Quel est le problème ? À froid complet, j'ai pas du tout couru. Désolé pour le retard, vraiment. On se bat contre des méga-bassines. On appelait ça des bassines. Le nom officiel, c'est des réserves de substitution. On appelait ça des bassines. Mais il se trouve que ça rend pas justice à l'ampleur et à la démesure de ces projets. Donc on parle maintenant de méga-bassines. Ce sont des cratères d'irrigation destinés aux cultures intensives et aux modèles agricoles agro-productivistes, extractivistes, délétères qu'on a un peu partout. Le principe d'une méga-bassine, très rapidement, c'est on creuse le sol, on extrait le sol et les cailloux et on en fait des digues. Donc on creuse jusqu'à 5 mètres de profondeur, on fait des digues de 5 mètres voire plus. Donc on a une emprise moyenne de 10 hectares sur les projets qui nous concernent.
Et ça peut aller jusqu'à 18 hectares pour le plus gros des 16 projets du bassin versant de la Sèvre niortaise Marais Poitevin. Donc, comme je vous disais, c'est à destination d'une agriculture intensive, et c'est une aberration, c'est que c'est de l'eau des nappes phréatiques qui est prélevée pour irriguer des cultures intensives. Et donc le projet qui concerne le bassin versant, il y en a 16 ouvrages, mais on estime qu'il y a environ 200 projets d'ouvrages dans le Poitou-Charentes, dans l'ex-Poitou-Charentes, et potentiellement plus de 1000 ouvrages dans toute la France, parce qu'on a, ça fait notamment partie des décisions du Varenne de l'eau, et on voit fleurir des projets de bassines et des collectifs, heureusement, de lutte contre ces ouvrages-là. Super, merci beaucoup. Et l'étude parle pas mal des projets de bassines, en tout cas à étudier l'impact que ça avait. Si effectivement on faisait ce que tu racontes et qu'on dupliquait à un tel nombre ces projets de bassines, on serait à 80% du budget artificialisation agricole. Donc on n'aurait quasiment rien le droit de faire d'autre en termes d'agriculture et de construction. Et des émissions de gaz à effet de serre aussi immenses. Je vous invite à voir ça dans le rapport. Et aussi sur les bassines, une actu qui a eu lieu récemment, mais on était 7000 quand même dans le Marais Poitevin il n'y a pas si longtemps à se battre contre ça. Et c'est une lutte qui monte vraiment en puissance, avec plusieurs rassemblements qui ont lieu depuis 6 mois et qui à chaque fois montent en nombre et en intensité. Donc bravo, et ça va continuer a priori. Je repasse sur le tour sur tout simplement où est-ce que vous en êtes dans vos différents collectifs et comment les gens qui sont ici et qui nous écoutent sur Internet peuvent vous aider, peuvent soutenir les collectifs et les luttes dans lesquelles vous êtes. Peut-être Fabienne. Alors nous, on tient un camp maintenant. On va bientôt, le 22 mai, on va fêter la première année de ce camp sur le plateau. Donc passez nous voir, on est là tout le temps. Voilà, et on se bouge tout le temps, on essaye de secouer les politiques, d'aller alerter les habitants, parce que beaucoup ne se rendent même pas compte de ce qui va leur déferler dessus. On essaye aussi de mobiliser tout ce qui est étudiants et personnel de l'université Paris-Saclay, enfin des établissements qui sont là. Ça bouge, ça bouge beaucoup. Le camp a été très utile pour ça. Et on a fait des actions, on va continuer. En particulier, on pense organiser des actions fin août et début septembre. Il y aura un festival sur le plateau. Et à la suite de ça, des actions en direction des établissements pour la rentrée. Voilà. Super. Et pour vous suivre, donc, c'est le collectif Non à la ligne 18. Alors nous, à Saccage, on a aussi une belle actu. Là. Le 21 et 22 mai, on organise des rencontres internationales anti-olympiques. Le 21, ça sera à l'université Paris 8, donc terminus de la 13. Et le 22, ça sera donc dans le parc de la Courneuve. Donc le 21, c'est une journée un peu conférence. On a invité des délégations du monde entier. Il y aura des Japonais, des Anglais, des Américains, des Espagnols aussi et d'autres encore, qui viendront donc le 21 mai à l'université Paris 8 pour une journée d'échange sur les Jeux Olympiques. Donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. J'en profite aussi pour inviter formellement les collectifs représentés ce soir. Et donc vous pouvez venir bien sûr pour regarder, pour suivre la journée. Et j'en profite aussi pour dire qu'on a encore besoin d'aide logistique. Si vous avez besoin de filer des coups de main, si vous avez envie de tracter, si vous avez envie d'aider le jour J pour tenir la buvette, tenir l'infokiosque, etc. Vous êtes les bienvenus. Et le 22 mai, du coup, là, c'est plus une balade dans le parc de la Courneuve pour comprendre un peu pourquoi les promoteurs ont tellement envie de saisir ce parc et de coloniser ce parc. Donc c'est une petite balade vraiment super. Il y a un moment où on voit le Stade de France puis la Tour Eiffel derrière, donc on comprend bien un peu le territoire. Et l'après-midi, un collectif ami organise des contre-olympiades. Donc avec du sport non compétitif, des trucs ouverts à tous et à toutes. Donc ça va être une bonne après-midi, mais il faut choisir entre Saclay ou le parc de la Courneuve, ou faire les deux. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Dans tous les cas, il y aura d'autres événements, et donc il faut suivre Saccage 2024 pour en savoir plus. Alors, côté du collectif et des autres associations qui sont mobilisées contre l'augmentation du trafic à Roissy, on va essayer de jouer à fond les élections législatives pour interpeller les candidats.
Et donc, vous êtes bienvenus à participer à des actions, notamment une action pour faire exploser les boîtes email de certains des candidats et pour voilà, mettre la pression vraiment citoyenne pour qu'ils se positionnent contre l'augmentation du trafic aérien et même pour une réduction dans les années à venir pour être sur la bonne trajectoire de l'accord de Paris. Donc on a vraiment ce travail de lobbying à faire. Pour pouvoir y participer, vous pouvez signer la pétition actuellement en ligne contre l'extension de l'aéroport de Roissy qui est sur le site Green Voice. Et du coup, vous serez interpellés, on vous écrira pour que vous puissiez participer à cette action. Et évidemment, plus on sera nombreux, plus on pourra influencer ces candidats. Et évidemment, ça a beaucoup d'importance après pour les prochaines étapes, hein, comme je vous le disais, où on se doute bien que le projet va ressortir et on aura besoin d'avoir un maximum d'élus aussi avec nous, sachant que pour la lutte contre l'extension de l'aéroport de Roissy, les élus ont joué un rôle énorme. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une centaine d'élus qui ont signé une lettre à destination d'Emmanuel Macron contre le projet pour demander son annulation. Et ça a fait partie, en plus de énormément d'actions qu'on a menées, nous, au niveau citoyen. Donc, Mathilde en a parlé de cette action sur le tarmac de Roissy. On a aussi lancé une action juridique avec notre affaire à tous. Voilà, on a fait plein d'actions, mais la mobilisation des élus, ça compte aussi beaucoup. Et évidemment, les législatives, voilà, vous le savez, hein, sont une échéance qui est nationalement extrêmement importante, mais aussi localement contre ces projets. Et j'en profite pour vous annoncer en teaser qu'avec Terre de Lutte, on va sortir bientôt aussi une plateforme qui permettra de connecter les luttes qu'il y a sur cette carte et les candidats aux législatives et en quelques clics de les interpeller sur les projets polluants qu'il y a sur leur territoire. Pas spécialement pour les convaincre, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est pas trop l'enjeu, mais simplement pour remettre ce sujet-là au centre des débats, au centre du débat local et faire en sorte que les électeurs puissent voter en conscience pour des candidats qui sont pour ou contre, qui promeuvent ou pas ce modèle. Peut-être, parce que au fait, tu es aussi arrivé en retard et tu n'as pas pu t'exprimer là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut aider Bassine Non Merci et amplifier cette lutte-là incroyable ? Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une ampleur grandissante depuis... ça fait 4 ou 5 ans que le collectif agit contre ces projets, en passant par plein d'étapes de sensibilisation, d'information des habitants, des élus, de tout un tas de publics, en organisant des conférences, des projections, débats, plein d'actions. Il y a des élus qui ont pris des motions contre ces projets, et puis il y avait des mobilisations régulières, et qu'on a passé un cap vraiment depuis septembre dernier, avec l'organisation de plus grosses mobilisations du fait de la construction de la première bassine des 16 qui nous concernent. Et face à malgré l'opposition, il y a vraiment l'État est sourd et a mené les projets malgré tout. Et donc on a été rejoint par la Confédération paysanne nationale. Ça faisait un moment qu'on travaillait avec l'organe départemental, mais l'organe national nous a rejoint en septembre avec le mouvement des soulèvements de la terre. Ça a été le premier gros rassemblement fin septembre. Et on a franchi un cap également avec des actions de désobéissance civile. Il y a eu une reconduction d'une deuxième mobilisation du même acabit en novembre, et la dernier rassemblement qui était fin mars, le printemps maraîchin, où, comme tu le disais, on a rassemblé plus de 7000 personnes qui sont venues de toute la France et même de pays européens autour. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui étaient présentes, qui en ont parlé autour d'elles, etc. Du coup, il n'y a pas encore de prochaine grosse date de Calais de la sorte. On est sur un été où on va plutôt essayer d'être dans de la réflexion, dans de la construction d'alternatives, de projets alternatifs, de choses comme ça. Et par contre, on est très clairement en train de penser à des prochaines mobilisations qui seront plutôt en réaction au démarrage de prochains chantiers. Cette première bassine, en fait, elle a été construite pendant l'hiver, elle a été mise en service, elle a été remplie jusqu'à la fin mars. On se retrouve dans une situation complètement aberrante. Encore aujourd'hui, on est en train de parler de sécheresse partout. Et en fait, on a des rivières qui sont vides, des nappes qui sont vides, et on a des bassines qui sont pleines. Donc la recharge hivernale pour quand il y a de l'eau, en fait, ça ne marche pas. Et dès la première année, on voit que ça ne marche pas. Et donc la prochaine mobilisation, elle sera très probablement en réaction au démarrage de travaux d'autres ouvrages s'ils persistaient à n'en faire qu'à leur tête et à poursuivre leur construction malgré tout. Donc on peut envisager quelque chose, on verra bien en fonction des projets, mais très probablement vers la rentrée. Et pour
aider, faire connaître le collectif. Et n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Il y a une chaîne YouTube du collectif, donc Bassine Non Merci sur YouTube. Vous avez des vidéos des mobilisations, vous avez des vidéos de conférences, de prises de parole de tous les collectifs qui sont venus en soutien, des associations. Il y a plus de 60 associations ou structures syndicales, politiques, collectives qui nous soutiennent, qui participent régulièrement. Et donc il y a la chaîne YouTube, il y a le site internet bassinenonmerci.fr. Et puis il y a des listes de diffusion de type newsletter où on peut aussi vous inscrire dessus pour être mis au courant des grandes infos et des mobilisations ultérieures. Merci beaucoup. Donc on reste vigilant et on suit Bassine Non Merci et la chaîne BNM TV qui est quand même beaucoup mieux que BFM TV, effectivement. Merci beaucoup. Pour conclure, j'avais envie de vous poser une grande question qu'on se pose beaucoup à Terre de Lutte et dans pas mal de réseaux de lutte, et j'imagine que vous vous posez aussi, qui est celle de... On a besoin d'amplifier nos résistances, on a besoin d'être de plus en plus nombreux et de remporter de plus en plus de victoires contre ces projets-là. Évidemment, c'est pas facile, évidemment, on se pose cette question, mais quelle piste vous avez, vous, pour qu'on aille plus loin? Peut-être qu'on coopère plus, et c'est aussi une des conclusions du rapport qu'on avait fait il y a 3 mois, plutôt sociologique, sur quels sont ces collectifs qui se battent contre tous ces projets-là. C'était qu'il y avait de plus en plus de coopération, à la fois locale, à la fois thématique. Voilà. Comment est-ce qu'on renforce ces coopérations? Comment on arrive à être plus fort ensemble? Et comment est-ce qu'on arrive à remporter un maximum de victoires de plus en plus? C'est une question très difficile. Je ne sais pas si vous avez des réponses précises. Moi, j'ai une réponse. Et avec Fabienne et avec d'autres collectifs, le Triangle de Gonesse, les Jardins d'Aubervilliers, on participe à un espace qui est vraiment très, très fort, qui est la Coorga des luttes locales Île-de-France, et qui permet déjà de nous tenir au courant de tout ce qui se passe dans les luttes qui participent à cet espace. Et en vrai, c'est déjà quelque chose d'important parce que quand on a des dizaines de luttes en Île-de-France, c'est difficile d'avoir une vision globale, et ça nous apporte cette vision globale en Île-de-France, donc c'est hyper important. Et ça nous permet aussi d'amplifier nos luttes respectives, puisque quand Alternativa organise quelque chose, Saclay ou la JAD vient sur nos mobilisations, et nous on fait pareil. Donc c'est vraiment très fort, et je pense que ces réseaux et ces espaces, en fait, que ce soit des espaces de réunion ou même des espaces physiques, puisqu'on s'est tous retrouvés le 26 avril à l'occasion de la journée Retour sur Terre à Saclay, et c'est aussi très fort. Donc je reviens un peu sur ce que je disais déjà tout à l'heure, mais je pense que la solution, c'est l'alliance, c'est de se retrouver, c'est d'auto-amplifier nos luttes, et c'est, à mon sens, ce qui nous aidera à avancer. Alors, je voudrais plus foyer, plus, pour dire que vraiment, je pense que c'est vraiment une stratégie gagnante. C'est ce qu'on a vu sur la question de la lutte contre l'extension de l'aéroport de Roissy. Pour moi, vraiment, la symbolique très forte, c'était sur le tarmac de l'aéroport, le 3 octobre 2020. Il y avait à la fois, donc c'était une action qui était coordonnée par Alternativa Paris. Évidemment, on était là, il y avait des riverains de l'aéroport, des représentants de l'association qui, depuis 1980, luttent pour préserver la santé en fait, des riverains de l'aéroport. Il y avait aussi donc, plein d'associations du mouvement climat. Il y avait aussi sur place des scientifiques du mouvement Rébellion scientifique. Et il y avait avec nous des salariés avec lesquels on a du coup tissé des liens qui sont extrêmement forts, des salariés du secteur aérien, et qui étaient là aussi pour dénoncer ce projet et la croissance du trafic. Donc ça, vraiment, cette union, elle est très forte à la fois, évidemment, symboliquement, mais aussi pour mettre en commun des ressources, des compétences diverses, en fait. Là, dans l'ensemble des acteurs dont j'ai parlé, en fait, avec beaucoup d'entre eux, on a des réunions très régulières pour coordonner nos actions. Et en fait, on se rend compte qu'on a des compétences qui sont très, très complémentaires et qui nous permettent d'être beaucoup plus forts. Donc ça, c'est un premier point très important. En termes d'alliance, il y a aussi un autre niveau qui est les alliances qu'on peut dire par thématique. Nous, après avoir découvert qu'il y avait cette dizaine de projets d'extension d'aéroport, on s'est mis en contact avec, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, avec ces porteurs de lutte, et on fait aujourd'hui partie d'un réseau qui lutte contre l'extension des aéroports et au sens large la croissance du trafic aérien. Et c'est une entraide très importante, et aussi ça permet de faire monter finalement un plaidoyer national autour de ces questions, plaidoyer national qui a été porté notamment lors de cette journée d'action du 3 octobre, qui était une journée nationale où 18
Il y a eu 18 mobilisations partout en France contre des aéroports. Donc vraiment, voilà, ça c'est aussi essentiel de faire monter ces arguments vraiment comme pour dénoncer la logique nationale dont on parlait tout à l'heure et qui est aussi présent dans l'étude présentée aujourd'hui. Et puis dernière chose, je pense qu'il faut qu'on continue à se former et finalement à professionnaliser nos actions, c'est-à-dire à être plus performants en fait dans notre façon d'agir. Moi j'ai appris beaucoup par le contact avec des associations déjà très rodées comme Alternatiba et d'autres. Moi étant nouvelle militante, mais c'est le cas de plein de gens qui vont rejoindre les luttes en fait, qui ont jamais été engagés avant, qui n'ont pas forcément de méthode, qui se lancent un peu un corps perdu. Nous c'est ce qui nous est arrivé. On n'avait pas de plan, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, on s'est juste dit qu'il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est une énorme aide de pouvoir être formé, déjà être au contact d'autres acteurs, mais aussi vraiment accéder à des formations. Ce qui est formidable, c'est que Terre de Lutte met en place justement des formations qui vont pouvoir aider les collectifs à être plus efficaces tout de suite, plus impactants. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose... parce qu'en face, en fait, on a des gens qui sont très puissants, qui ont beaucoup de moyens. Et nous, il faut qu'on qu'on renforce en fait notre capacité d'action. Merci beaucoup. Je vais pas aller à contre-courant, au contraire, je suis très d'accord avec vous. Et en plus, dans une soirée organisée par Terre de Lutte, ça serait malvenu de dire qu'il ne faut pas s'unifier. Donc, je pense que c'est très nécessaire. Pareil sur la formation, entièrement d'accord. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, j'en profite d'être... Donc là, c'est peut-être toujours un peu sur cette idée d'union, mais j'en profite d'être dans ce lieu un peu de l'écologie qui est la base et un peu aussi où siègent des grosses assos écolos comme Alternatiba et d'autres, pour rappeler que malheureusement, ces grosses assos écolos ne sont pas encore positionnés sur les JO. Et que ça serait bienvenu. Et d'ailleurs, il y a même des grosses assos écolos qui soutiennent les JO. Je pense à WWF, qui sont signataires de la charte, qui donc donne la caution écolo aux JO. Et ça, c'est très très grave. Et je crois qu'on est plusieurs ici à avoir des liens avec WWF. Et je pense que ça serait bienvenu de leur mettre un peu le nez dans la merde. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, sur la stratégie, je pense aussi, et je voulais insister sur ce qu'a dit le camarade au début qui a présenté l'étude, c'est que je pense qu'il faut favoriser la présence de multitudes de modes d'action, et notamment c'est ce qui s'est passé à la Jade à Aubervilliers, et je pense que c'est ça qui a fait gagner. Enfin, je pense, j'aimerais être sûr. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'il y avait en même temps des gens qui faisaient une lutte très légale, avec des recours en justice, etc. Des gens qui étaient très présents sur les médias, qui répondaient énormément aux journalistes, et des gens qui occupaient et qui parfois faisaient des actions moins, disons carrément illégales, de désobéissance civile, voire, désobéissance civile, j'aime pas trop le terme, voire de sabotage, voire de... Voilà, donc je pense que c'est toutes ces actions-là mises ensemble et qui se respectent mutuellement, qui peut mener à une victoire. Mais encore une fois, j'aimerais être sûr et force est de constater qu'aujourd'hui, l'écologie n'est pas l'évidence aux yeux de tous et de toutes et que je pense qu'il ne faut pas hésiter à se remettre en question continuellement et je pense qu'on peut être sûr de certaines choses, mais qu'il faut aussi remettre en doute tout et tout le reste. Merci beaucoup. Petite track. Ok. Ouais. Je voulais juste, pas mieux que tout le monde, je partage tout ce qui a été dit. Par rapport à ce que tu disais à l'instant sur cette complémentarité des formes de lutte, j'approuve complètement. Il y a une petite phrase que j'aime bien à ce niveau-là, c'est que le vivant a besoin de biodiversité et en fait les luttes aussi. Et tous ces moyens-là doivent s'épauler plutôt que s'opposer. Il n'y a pas une vérité, il y a chacune va avoir des formes d'action, de participation qui lui conviennent et qui doit trouver les siennes. Et puis il faut justement penser que toutes ces modes d'action se soutiennent, se renforcent, entretiennent un rapport de force. Qu'il y a des méthodes légalistes ou pas, et qui vont vraiment il faut faire en sorte qu'elles aillent dans le même sens. On n'a clairement pas le choix. Et puis je partage tout ce que vous avez dit sur ces convergences, ces entraides, ces rapprochements entre ces mouvements. Ça peut être localement. Dans le 79, on a mis en place une liste de diffusion où on a intégré plusieurs collectifs, assos, structures, où l'idée c'est pareil, c'est de se tenir au courant des informations, des mobilisations, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à créer ça un peu partout. Il y a plein d'outils numériques qui le permettent. Des listes de diffusion, des groupes signal, ce genre de choses.
Et puis une dernière chose, c'est ce qu'on retrouve dans le mouvement avec Terre de lutte et puis avec le mouvement des soulèvements de la terre, c'est vraiment la cohérence de ce soutien et de cette entraide, cette mise en réseau de toutes ces luttes locales et qui nous convient, qui nous touche profondément et qui fait vraiment sens. Et puis du coup, c'était pas pour chez nous, mais il y a une date qui vient ce week-end, c'est la zone à patates, la ZAP près d'Aix. Et donc, s'il y a du monde qui est dispo ce week-end, allez-y, n'hésitez pas. Ils ont besoin de coups de main. Au niveau du collectif, ce qu'on a acté, on a vraiment été très touchés de tous ces renforts qu'on a reçus partout, de toutes ces expériences de lutte et qui nous apprennent énormément. Et on a nous-mêmes en retour, on est allé participer à pas mal d'événements des soulèvements de la terre. On commence la saison 3 et en fait on a acté collectivement qu'en fait on se cotisait pour faire un véhicule pour chaque événement de ce mouvement-là. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous organiser collectivement pour ce genre de choses, parce que ça fait sens, parce que ça permet de se renforcer, et puis parce qu'en fait, on prend aussi du plaisir, on se sent vivant à faire ce genre d'événement. Voilà. Merci beaucoup, je ne peux que plus soyer et je ne sais pas quoi dire de mieux qu'on se sent vivant en luttant et en arrivant à remporter ces batailles. Merci beaucoup à toutes et à tous, bravo, et suivez donc et soutenez donc Alternativa Paris, Non au T4, Saccage 2024, le collectif Non à la ligne 18 et Bassine Non Merci. Merci et bravo. Et Terre de lutte. Et je voulais peut-être redire un petit mot en synthèse, et en tout cas pour essayer de récapituler le rapport. Ce qu'on s'est dit aussi ce soir, c'est qu'effectivement, ce qu'on a voulu montrer ce soir, c'est qu'au niveau global, on n'est pas du tout sur les trajectoires. On ne respecte pas les objectifs de la France en termes d'artificialisation des terres et d'émissions de gaz à effet de serre. Et ces projets, tous ces projets qui sont indiqués, là, plus de 492 et autant de collectifs d'habitants qui se battent contre, tous ces projets nous mettent dans le mur, entretiennent ce mode de vie et cette consommation beaucoup trop importante et concrètement sont incompatibles avec les objectifs de la France. Donc il va falloir choisir, il va falloir faire un choix politique. Est-ce qu'on continue ça ou est-ce qu'on se bat pour les en empêcher? Est-ce qu'on garde le budget qui nous reste pour faire des choses utiles ou est-ce qu'on continue ces projets inutiles, imposés, stupides et polluants? Ou est-ce qu'on... tout simplement, on va rejoindre les collectifs. Pour nous, le choix, il est fait. Il faut qu'on rejoigne ces collectifs, il faut qu'on se batte ensemble, il faut qu'on renforce nos luttes. On a besoin de tout le monde et tout le monde peut apporter sa pierre. Vous l'avez dit et je le répète, tout le monde peut apporter sa pierre. Donc voilà, bienvenue dans les luttes et à très vite. À très vite. Merci. J'ai oublié, on va peut-être mettre des tracts pour les rencontres nationales sur la table là-bas.